Alors déjà, dans un premier temps, merci beaucoup à Urgence Palestine, non seulement pour tout le travail d'organisation pour ce meeting, mais en fait pour tout le travail d'organisation tout court. On l'a dit plusieurs fois, là, c'est 30 manifestations. Derrière, il y a énormément de travail, et puis il n'y a pas que les manifestations. Il y a toutes les initiatives qu'il y a autour, il y a les thématiques, il y a les initiatives qui se font en semaine, et c'est quelque chose d'incroyable, et je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir cette structure-là collective ici pour mener cette lutte-là, et que ça explique aussi pourquoi on a pu multiplier autant d'actions. Donc, avant de pleinement commencer justement à parler de la Palestine, j'aimerais du coup, si vous me le permettez, parler quelques instants pour un autre peuple colonisé qui vit un instant de révolte important aussi, et c'est bien entendu les Kanaks. La Kanaky, qui est appelée Nouvelle-Calédonie par l'État français, elle est sous domination coloniale depuis 171 ans. Et aujourd'hui, on aimerait quand même dire un mot pour saluer la révolte qui est en cours contre des mesures qui sont dites de dégel du corps électoral, et en fait qui veulent mettre en minorité les Kanaks sur leur propre sol. Et à terme, on sait très bien le but, c'est qu'ils subissent la même extinction que celle qu'ont subi les aborigènes d'Australie ou les tribus amérindiennes. On veut aussi saluer la jeunesse qui se bat là-bas, qui est à la première ligne de la lutte, et pour nous, qui nous évoque beaucoup une autre jeunesse, c'est la jeunesse qui s'est levée l'été dernier dans d'autres quartiers délaissés, cette fois de la métropole, et qui eux aussi sont soumis à une gestion néocoloniale. Et ça, je parle en fait des soulèvements qui a eu lieu de la jeunesse en protestation contre l'assassinat raciste de Naël par la police. On voit que trop souvent, ces jeunes-là, ils ne trouvent pas assez leur place au sein de la contestation qui est organisée par notre mouvement ouvrier, par notre mouvement populaire et de jeunesse. Et bien pourtant, ils font partie de notre classe. Et leur lutte, au fond, elle cible le même ennemi. Donc on a l'intérêt à s'unir tous ensemble avec toutes les formes différentes de nos luttes et à trouver la manière d'avoir cette convergence-là. On veut préciser notre soutien envers l'indépendance, non seulement des Kanaks, mais aussi des Comorians de Mayotte qui ont subi l'opération Montbouchou de Darmanin, des Guyanais, de tous les dom-toms et en fait de toutes les colonies. Cette liste, un peu ce qui a été déjà dit, on pourrait l'élargir en fait à tous les pays qui sont formellement indépendants, mais sur lesquels la France elle a une pression, une influence tellement forte que cette indépendance, c'est uniquement un timbre et un drapeau. Et c'est pourquoi on pense qu'il faut soutenir les mouvements d'émancipation des peuples, du néocolonialisme, et en particulier de la France-Afrique, parce que ça nous concerne en tant qu'habitants en France. On aimerait parler du franc CFA, on aimerait parler des bases militaires, des opérations soi-disant contre le terrorisme, des invasions. Et si on fait cette déclaration ici, à la fois, c'est pour présenter un peu ce qu'on pense à des gens qui pourraient ne pas nous connaître, mais pour essayer de poser un premier élément au débat, c'est dire pourquoi nous, une organisation au sein du mouvement des prolétaires de la métropole impérialiste, pourquoi est-ce qu'on soutient cette émancipation de tous les peuples opprimés par notre propre impérialisme? Parce qu'il y en a certains qui donnent une réponse morale ou humaniste. Et quand on entend ces gens-là, la seule chose qu'on nous dit, c'est que coloniser, c'est mal. Et si on les entend, les peuples opprimés du monde, c'est juste des pauvres victimes innocentes d'un méchant agresseur. Et nous, en fait, les habitants de ces mêmes pays, que la bourgeoisie impérialiste vient organiser des massacres et des spoliations, on devrait se sentir coupable parce que c'est fait en notre nom, et on devrait donc s'empresser de les dénoncer. C'est un peu une caricature, mais il y a un problème avec ces positions. Le problème, c'est que dès que l'opprimé, il arrête d'être uniquement un objet, dès qu'il devient acteur, qu'il devient un sujet conscient, et qu'il rentre en résistance avec les moyens qu'il trouve pour résister, eh bien, ce genre de soutien, ils deviennent de plus en plus critiques, et ils se mettent à crier avec les loups, et à condamner la résistance en elle-même. Je pense qu'on comprend tous cette logique-là depuis le 7 octobre. Tous ceux qui soutenaient la Palestine uniquement par humanisme, ils se sont fait très silencieux. Alors que c'était un moment où il fallait saluer une journée d'offensive stratégique qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire de la résistance palestinienne. Et dont le poids politique, on ne pourra honnêtement pas le mesurer avant des mois, voire des années, tellement ça va être important. Donc aujourd'hui, on est fiers, non seulement nous, mais tous ceux qui sont autour de nous, de ne pas être ce genre de soutien-là, et d'avoir une autre approche. Alors bien sûr, on a les mots de Che Guevara qui nous dit « On doit ressentir chaque injustice dans le plus profond de notre être et trembler de colère face à elle ». Mais en fait, on a aussi une conscience qu'on est bien plus proche de nos frères et de nos sœurs, qu'ils soient Kanaks ou palestiniens, que de tous les grands actionnaires, les banquiers, les patrons et les milliardaires qui sont à la tête de notre État et qui les oppriment eux et qui nous détruisent nos vies à nous. Le nickel qui est exploité en Kanaky, il va être présent dans tout l'acier qu'on va utiliser. Ça, c'est une manière de le voir. Mais il y a une autre manière de le voir, c'est que l'entreprise Eramet, celle qui est le principal exploitant de ce nickel-là, elle est possédée par une famille qui s'appelle la famille Duval, et c'est une des plus grandes fortunes de France.
c'est les grands patrons des mines et de l'acier qui sont mêlés à Areva, qui sont mêlés à tout notre complexe militaro-industriel et qui font partie de ceux qui nous détruisent nos vies au quotidien. Les mêmes personnes qui détruisent nos vies ici, elles colonisent là-bas, et c'est pour ça qu'on a raison de s'unir. Et en ce qui concerne la Palestine, il faut aussi rajouter autre chose, c'est que ce pays, il a une importance stratégique mondiale. Non seulement Israël, c'est un outil pour contrôler le Moyen-Orient, pour tous ces impérialistes, mais la cause palestinienne, on sait très bien que c'est un moteur de la révolte des pays arabes, et que c'est quelque chose qui a montré et qui a mis à nu la trahison des dirigeants. Et c'est des raisons qui font que les impérialistes, ils sont déterminés dans leur soutien à Israël et ils lâcheront jamais. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut être très clair. Actuellement, on essaye de mettre en scène médiatiquement un conflit entre les États-Unis et la France, comme quoi ce massacre, il va trop loin. Mais il ne faut pas oublier que c'est nos gouvernements qui sont les premiers et les deuxièmes vendeurs d'armes du monde, que eux aussi ils ont des colonies et des néocolonies, et qu'ils ont reculé devant aucun massacre et aucun génocide dans leur propre guerre coloniale. Alors pour ça, aujourd'hui, ils versent des larmes de crocodile. En fait, c'est grâce à nous. Et ça, c'est une première chose quand on dit quelle solidarité avec la Palestine, c'est qu'on a un mouvement international de protestation auquel on appartient, avec toute sa force, sa vigueur et sa diversité, et qu'en fait, il a forcé une réaction de la part de nos gouvernements. Ça, c'est déjà une chose qu'on a gagnée. Sans les images de Gaza, sans notre relais et sans toutes les luttes qu'on a pu déployer, les Palestiniens, ils auraient été massacrés dans un silence complice et coupable, avec les mêmes qui aujourd'hui nous disent que ça va un petit peu trop loin et qui font des arguments ensemble sur le juste nombre de Palestiniens à tuer. C'est pour cette raison qu'on doit parler du 7 octobre aussi et noter que cette offensive elle a permis de focaliser l'attention d'une grande partie de la planète sur les souffrances du peuple palestinien. Elle a forcé l'État fasciste israélien à sortir du bois et à montrer ce qu'il est réellement aux yeux de tous. Et elle nous a envoyé un électrochoc à nous, les peuples travailleurs du monde, pour se mobiliser, pour utiliser toute notre énergie pour soutenir la Palestine. Mais on sait très bien que cette lutte-là, elle ne se résume pas du tout au 7 octobre et elle dure depuis plus de 75 ans et qu'elle continue aujourd'hui et qu'elle ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est un autre aspect qu'on aimerait, qu'on met souvent en avant, c'est que même si les souffrances du peuple palestinien elles sont nombreuses, on doit avoir de l'espoir, pas uniquement dans le cœur, mais aussi avec notre raison. Et ce qu'on doit voir, c'est qu'en fait, depuis le 7 octobre et la guerre qui s'intensifie, l'isolement d'Israël, il fait que progresser. À chaque fois qu'il y a un soldat israélien qui est tué, c'est une famille de plus là-bas qui va demander des comptes à Netanyahou et dont son pouvoir, il n'a jamais été autant contesté. Et en même temps, ils sont dans une fuite en avant militaire et c'est la seule option. Ils ont des frais dans leur guerre qu'ils vont devoir assumer. Et ces frais, c'est des prêts qui sont faits avec les USA, avec la France, avec la Grande-Bretagne, des prêts qui devront être remboursés. Tout ça, c'est une logique que nous, on doit comprendre, qui les entraîne et qui les fragilise. Et que même si la situation, elle nous paraît horrible, et elle l'est, on doit voir aussi en quoi, peut-être, ils sont en train de perdre du terrain. Et dans le même temps, la résistance de la Palestine, elle doit nous inspirer. La question répressive, je pense que dans notre mouvement, c'est une question qui est très d'actualité. La première chose qu'on aimerait dire à propos de ça, c'est saluer quand même ceux dont on parle le moins. C'est les militantes et les militants anonymes de la première heure. Ceux qui, dans les premiers jours après le 7 octobre, ils ont organisé des manifestations, ils ont bravé les interdits, ils ont pris des amendes, des convocations. Et tout ça dans un contexte où il n'y avait aucun mouvement structuré de solidarité qui pouvait organiser la lutte et les protéger face à la répression. Ça, c'est un réflexe qui a parlé. C'est un réflexe internationaliste de classe. Et c'était une première étape importante pour notre mouvement, parce qu'elle nous a déjà fait poser une chose, c'est que quand on s'est battu pour la Palestine, dès le début, en tout cas depuis le 7 octobre, on s'est immédiatement battu pour notre propre liberté en même temps. Et dans la période, on revient aussi vers cette phase répressive, même si elle est différente. On a les convocations, les procès. Avec notre camarade Jean-Paul Delesco, secrétaire de l'Union CGT du Nord, qui a pris 1 an de sursis pour l'apologie du terrorisme. Et on pourrait parler de Rima Hassan, de Mathilde Panot, d'Anas Kazib. Il y a les étudiants de Sciences Po Paris. On a nos camarades étudiants François et Odile convoqués à Aix. Tous ensemble, on doit faire front et on le fait déjà, on va le faire. On a des outils juridiques. On aimerait juste amener d'autres éléments là-dedans. À une période où les manifestations, elles étaient interdites au début, où Stéphane Ravier, il demandait la dissolution de tout un tas d'organisations, dont la nôtre au Sénat. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est lancer un appel à la jeunesse et lui dire « brandissez le drapeau palestinien partout, multipliez les initiatives, participez aux manifestations même interdites », parce qu'en fait, si on désobéit tous et qu'on lance ce mot d'ordre-là de désobéissance civile, leurs lois, elles peuvent être aussi répressives qu'ils veulent, ils ne pourront pas les appliquer. Alors, on le fait en toute humilité parce qu'on n'a pas ce poids-là dans la société pour pouvoir vraiment créer ce mouvement de masse-là. Mais on pense que c'est des éléments sur lesquels on peut réfléchir. Et par rapport à la répression,
il y a une chose qu'on doit dire, c'est que c'est toujours le rapport de force qui tranche. C'est important si on parle de la Cour pénale. La Cour pénale ne va rien régler automatiquement. Même si la loi elle est de notre côté, la loi ne réglera rien automatiquement tant qu'on n'aura pas constitué ce rapport de force-là. Et le rapport de force, eh bien, par exemple, évidemment pour la résistance palestinienne, on peut parler de la force des armes. Mais dans notre cas, c'est un débat qui doit être important sur la question de l'avenir. C'est comment structurer ce rapport de force-là pour notre mouvement et pour le développer ensemble. On a organisé des manifestations, une par semaine, tous les dimanches depuis plus de 6 mois, et énormément d'initiatives que je ne vais pas énumérer ici. Et on a du mal à mesurer l'effet, mais il est énorme. Peut-être sur une chose qu'on pourrait appeler culturelle ou idéologique. La cause palestinienne aujourd'hui, elle est bien mieux connue qu'il y a 6 mois, avec toutes ces subtilités, tous ces débats, et elle est connue par un nombre beaucoup plus grand de personnes. Ça, c'est une première victoire qu'on a obtenue. Mais il y a aussi des réactions. Et là, je pense qu'on doit absolument parler de ce qu'a fait Urgence Palestine Marseille, avec le jumelage entre Marseille et Haïfa, et la question de la subvention des 80 000 € envers l'UNRWA, qui a été suspendue par la mairie de Marseille. Ça, c'est des choses où la lutte a permis de faire bouger les lignes. Même si peut-être aujourd'hui, ces revendications-là n'ont pas été satisfaites totalement, il y a un mouvement qui s'en empare, il y a la mairie qui est obligée de réagir. C'est aussi ce rapport de force-là qu'on a su structurer et qui nous pose des enjeux vers lesquels on peut se structurer pour développer notre mouvement. On est aussi dans l'obligation de dire que le rapport de force, fondamentalement, c'est l'économie, c'est nous en tant que travailleurs, et que c'est aussi une direction que peut-être on doit plus investir parce qu'actuellement, on doit constater qu'on ne l'a pas suffisamment. Pour nous, en tant que jeunes, on doit avouer une faiblesse dans notre mouvement, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône et dans les lieux d'études. Actuellement, il n'y a pas d'université occupée dans le département, même si on voit qu'il y a un mouvement étudiant qui peu à peu prend un essor, en réaction avec la répression de l'Israéli Apartheid Week et de Sciences Po Paris, et puis les 2 camarades d'Aix-en-Provence. Et pour ce qui est des lycées, je peux aussi vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que la semaine dernière, il y a des blocages qui ont commencé à être organisés en soutien à la résistance palestinienne. Et on peut avoir un bon espoir qu'il y ait un mouvement lycéen qui commence à se développer. Les occupations dans les lieux d'études, à notre avis, c'est l'arme principale de la jeunesse étudiante, en termes de visibilité, mais aussi pour contribuer à un rapport de force plus grand. Et on doit dire quand même qu'il y a une jeunesse anti-impérialiste qui existe, et que c'est celle de Marseille qui, pour la première fois, a lancé le slogan « Vietnam, Algérie, Palestine vaincra aussi ». Ça, c'est un acquis aussi. Parce que la répression, elle a toujours cet effet d'accélérateur. Elle a précipité l'entrée en lutte de plein de gens, et nous, c'est comme ça qu'on le présente. Elle nous casse des illusions sur la démocratie, l'humanisme, les institutions. Donc on a raison de la dénoncer parce qu'elle est absurde, mais on doit aussi garder en tête que si on n'était pas réprimé, ce serait là qu'on devrait être inquiet. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on lutte et à chaque fois qu'on dérange, oui, on est frappé. Et le fait qu'on soit réprimé, c'est la marque de notre ennemi qui est en face de nous, le même qui colonise, le même qui exploite, le même qui nous détruit notre vie ici, qui nous a identifiés comme étant sa menace. Alors pour ça, le rapport de force et la répression, une autre question qui va venir et qui nous traverse souvent, c'est la question de l'unité. C'est un débat qu'on peut amener aussi. Nous, on a l'habitude de dire à la JC que l'unité, c'est pas 5 ou 6 organisations qui s'entendent sur rien, qui travaillent jamais ensemble et qui se mettent juste une fois d'accord pour signer quelque chose en commun. Même si parfois ça peut être utile, ce genre d'initiative, on aimerait la chercher ailleurs, cette unité-là. Et on pense que dans le cadre dans lequel on a construit ce mouvement-là, on peut dire qu'on l'a trouvé. Trop souvent, on a des camarades, et même y compris en notre sein, qui peuvent se dire « je me pense d'abord par rapport à moi-même et ensuite j'ai des liens avec un mouvement qui m'apparaît comme extérieur ». Ce qu'on a besoin au contraire, c'est d'abord se concevoir comme une partie d'un tout, de se mettre au service du mouvement, et ensuite, dans la diversité de nos engagements, comme le dit le camarade Georges Ibrahim Abdallah, chacun avoir son expression. Et bien sûr, c'est dans la lutte qu'on le réalise, avec des actes et pas avec des paroles. Parce qu'on le sait, des amis du peuple avec des beaux discours, il y en a beaucoup qui vont défiler en face de nous. Mais des gens qui vont s'engager et qui vont se conformer à leurs actes, il y en a moins. Et c'est que dans ce travail-là qu'on se reconnaît. Et on doit dire aussi que ces 6 mois, avec tout ce qu'on a traversé ensemble, ils nous ont permis ça, de se reconnaître et de savoir avec qui on est ensemble. C'est cette solidarité-là qu'on veut organiser, et on pense que c'est important. En soutien inconditionnel, évidemment, avec le droit des Palestiniens à vivre sur leur territoire historique, pour le droit au retour, pour la libération de tous les prisonniers politiques. On aimerait citer Georges Ibrahim Abdallah, dont on a déjà parlé, y compris les 2 autres noms qu'on dit tout le temps, c'est celui d'Ahmad Sadat et de Marwan Barghouti, et évidemment pour la fin de l'apartheid et un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. On pense que notre condition d'exploiter, là où on vit, elle est liée par un même système que celle du peuple colonisé en Palestine. Nous, en tant qu'organisation politique de jeunesse dans le département, on veut renouveler ici devant tous notre engagement, que chaque jeune qui veut lutter en lutte contre le capitalisme et l'impérialisme, il nous trouvera avec eux.
Et pour terminer, parce que j'ai déjà été un peu trop long, je pense, j'aimerais juste vous faire part d'une initiative qui a été faite à Aix-en-Provence dimanche dernier. Pendant que la flamme olympique passait devant le conservatoire d'Aix-en-Provence, il y a des étudiants qui sont sortis et devant la flamme olympique, ils ont pris un orchestre réduit avec leur violon et leur instrument et ils ont joué une chanson qui s'appelle Mantini afin de rendre hommage à la résistance palestinienne devant la flamme de la honte. Et on pense que c'est ça aussi notre solidarité avec la Palestine, c'est la flamme qu'on a tous, chacun de nous, et qui brille quand on est tous réunis. Merci à vous.